Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une amie, une collaboratrice, une personne avec qui j'ai aussi commencé dans l'entrepreneuriat, avec qui j'ai eu la chance aussi de partager un bon bout de chemin puisqu'elle est venue au sein de l'Académie de puissance mentale. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous la présenter pour ceux, en tout cas, qui ne la connaissent pas encore. Mesdames, messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Isabelle Guiling. Hello Isa. Salut Geoffrey, ça fait plaisir d'être là. Ben oui, je suis super content aussi de te recevoir et comme je te disais en off, j'ai vraiment envie qu'on partage ensemble avec ton parcours, les défis que tu as rencontrés, ce que tu as mis en place et finalement, je me rends compte que quand j'interviewe des personnes comme toi, ça inspire énormément de monde et ça permet aussi aux personnes qui nous écoutent de se dire c'est possible. Si c'est possible pour Isabelle, si c'est possible pour Geoffrey, si c'est possible pour Nico, si c'est possible pour un tel, c'est aussi possible pour moi. Donc, avant même de commencer, pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous invite tout au long de cet échange que l'on va avoir avec Isa à vous poser cette question. Tiens, de près ou de loin, comment ça fait écho à ma vie présente, ma vie peut-être passée, peut-être dans mon futur, ce que j'aimerais. Bref, je vous invite à, comme ça, être acteur aussi de cette écoute pour que vous puissiez évidemment en tirer un maximum de contenu. Alors, ma chère Isa, comment tu pourrais, comme ça, en quelques lignes, c'est toujours un exercice un peu délicat, mais te présenter simplement, pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Simplement, ça c'est the question. C'est pour ça que j'ai mis ce mot-là, Isa. Oui, c'est ça, j'adore le défi, bien joué. Alors, je dirais que je suis une entrepreneuse multipassionnée. J'adore créer des entreprises qui vont se superposer. Donc, j'ai 4 métiers différents. Je les fais en même temps et dans des domaines complètement différents, dont l'accompagnement et le coaching. Waouh, ok, là déjà tu viens de me donner énormément de contenu sur lequel je vais pouvoir aller dans tous les sens parce que, effectivement, comment on peut réussir à créer, comment on peut réussir à entreprendre et puis à réussir comme toi tu réussis parce que tu as un beau succès tout en étant multi-passionné et surtout en ayant 4 métiers à la fois. J'entends des gens se dire déjà c'est difficile avec un seul et même métier, mais comment elle fait pour justement s'en sortir avec 4 métiers concrètement? Ce que j'ai déjà C'est envie de quoi ton dire, quotidien? c'est que c'est pas adapté à tout le monde. Donc, c'est pas un conseil et c'est pas non plus quelque chose qui est forcément facile. Par contre, pour certains profils de type neuroatypique, ben, il se trouve, ça a été vraiment une surprise pour moi. J'ai pas fait exprès, hein. Il se trouve que ça peut être une façon d'entreprendre qui peut équilibrer en particulier la créativité d'une part, mais aussi, tu sais, cette fameuse tendance des multipassionnés à ne pas forcément aller au bout des choses, à switcher, à se lasser très très vite, à s'ennuyer. Et donc, du coup, au départ, j'ai lancé une seule entreprise, évidemment. Puis de fil en aiguille, j'ai pas pu résister à ajouter des morceaux de projet. C'était pas parfait au début, c'était complètement mélangé, c'était absolument pas, on va dire, ce qui était conseillé par les coachs et les formateurs. Mais de fil en aiguille, j'ai découvert sans faire exprès que c'est comme ça que je trouvais mon équilibre et que je restais du coup engagée et pérenne dans mes différentes casquettes. Donc pour le quotidien, en soi, évidemment, on se doute que j'ai pas, tu sais, la fameuse montre de Hermione dans Harry Potter. Donc je ne voyage pas dans le temps, je ne cumule pas 4 fois 24 heures. Et donc si je peux me permettre de faire 4 types d'activités différentes en même temps, c'est parce qu'elles ont d'une part chacune des formats différents. Donc, il y a évidemment des parties de mes entreprises qui sont complètement numériques, qui sont parfois automatisées. Certaines sont de type physique. Donc, j'ai entre autres 2 boutiques de produits physiques, des créations de bougies et de bijoux. Mais j'ai aussi une partie de formation en ligne en autonomie et une partie d'accompagnement qui demande alors du coup ma présence horaire. Alors, comment ça se passe finalement au jour le jour? Donc, je ne donne pas 100% de mon temps ni de mon engagement et je n'ai pas non plus 100% d'attente, d'exigence de la part de chacune de ces entreprises-là, entre les limites dans lesquelles j'interviens, mais aussi tout simplement, elles ont des saisonnalités. Donc, il y a des périodes où je suis davantage sur une activité plutôt qu'une autre. D'accord, excellent. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent oui, mais c'est facile pour Isa, elle doit être célibataire, elle a aucune contrainte. Alors qu'en réalité,
tu es mère de famille, voilà, et en plus, tu navigues entre la Bretagne et la Belgique, donc tu as aussi des contraintes à côté. Tu n'es pas juste à penser qu'à toi, tu as aussi tout Ouais, un ouais. environnement qui fait que… Ouais, ouais, clairement, je suis avec un compagnon donc, qui est Asperger, donc un trouble de type autistique. Ma fille aussi est de type trouble autistique. Et donc, du coup, on a aussi on va dire un format familial qui demande pas mal d'implication, pas mal d'écoute, d'observation, de besoins très spécifiques. Et donc, finalement, cette entreprise un peu sur mesure, ben, elle me permet aussi de faire face, finalement, que ça soit on va dire, aux défis de la vie en général, ou simplement à notre mode familial qui est un peu hors norme. Je ne savais pas que j'allais créer une entreprise sur mesure hors norme, en fait. Ce n'était pas mon objectif, ça s'est fait sur le tas. C'est ça qui est intéressant, Isa, dans ce que tu nous expliques. C'est vraiment, tu dis, au départ, ce n'était pas prévu, quoi. Et de fil en aiguille, tu t'es adapté à tes personnalités, tu t'es adapté à tes envies, à tes besoins. Mais je me souviens, au départ, toi, tu avais juste un magasin en physique, c'est ça? C'était juste Oui, une boutique, en fait. exactement. Ouais. Donc, ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse maintenant. Et les 7 premières années, j'avais une boutique. C'était une boutique atelier de type concept store. Donc, je vendais des créations sur mesure de meubles en carton, des luminaires, des tableaux, des bijoux et aussi des créations, tu sais, qui appartenaient à d'autres créateurs en Mhm. dépôt. Et pendant 7 ans, donc, j'ai vendu des créations comme ça, avec des hauts, des bas. J'étais vraiment passionnée hein, par le métier. Mais au bout de 7 ans, ben, je me suis rendu compte que ben, j'avais beaucoup de mal à commercialiser et à rendre mon travail plus visible à l'international. Je ne savais pas utiliser les réseaux, j'avais pas vraiment de site web. Donc, j'avais à un moment donné un peu épuisé, tu sais, on va dire la clientèle locale. Et je me rendais compte aussi que ce n'était pas la seule chose que j'avais envie de faire. Et il y a eu plusieurs déclencheurs où je me suis dit, tiens, mais j'ai envie d'exercer d'autres choses. Quand je donnais stage, je donnais beaucoup d'ateliers, de workshops pour apprendre des techniques d'art. Et ben, finalement, ça vrillait, tu sais, toujours un peu en développement personnel. Les gens me posaient plein de questions sur comment j'avais monté mon entreprise, comment j'avais fait pour oser monter mon projet, etc., comment je gérais mes émotions. Et finalement, en fait, on abordait plein de sujets qui n'avaient rien à voir avec mes créations. Hmm. Quand tu dis plein de sujets, est-ce que déjà là, tu avais le sentiment d'avoir cette oreille attentive pour les autres? Est-ce que tu avais les autres te disaient souvent que tu pouvais les aider directement ou indirectement? Parce que avant même d'aller vers le coaching et l'accompagnement, souvent c'est ce que les gens disent. Est-ce que toi c'était le cas ou pas spécialement? Ah ouais, complètement, mais je m'en rendais pas du tout compte en fait. Moi, j'étais juste passionnée d'échanger. Tu sais, on donnait un stage meuble en carton, par exemple. Bah, du Hmm. matin au soir, on parlait ensemble en fait. On parlait, on s'écoutait, on discutait. Parfois, ça durait 3, 4 jours quand je faisais du présentiel. Et une fois, j'ai sorti une plaisanterie à mes amis parce que bah, il y avait des gens qui rentraient dans le magasin juste pour être dans le magasin, juste pour parler. Et donc, du Ah. coup, je disais, je devrais faire rentrer, tu sais, un ticket de 20 euros pour rentrer dans le magasin parce que parfois, les gens n'achetaient pas et ils ressortaient en me disant, ah bah merci, vraiment, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, je disais, ben moi, j'ai pas été payée en fait pendant ce temps-là. Donc, ouais, la petite blague de l'époque, ouais. Excellent. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se disent, qui justement ont cette capacité inhérente finalement à aider, à écouter, à être présent pour les autres, mais ne s'en rendent pas forcément compte. Et toi, justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour te dire, tiens, je vais peut-être aller finalement vers l'accompagnement, au-delà du fait que, Hmm. est-ce que, parce que là, ok, t'écoutais les gens et tu gagnais pas d'argent à les écouter, même si tu gagnais de l'argent avec ta fabrique de meubles en carton, mais qu'est-ce qui a fait justement que tu bascules comme ça vers l'accompagnement? Hmm. Il y a eu 2, 3 stades. Le premier, avant vraiment le gros déclencheur, le premier stade, ça a été ben, simplement d'être maman déjà. Donc, je me suis intéressée au développement personnel. J'étais maman célibataire puisque je me suis séparée dès qu'elle est née. Donc, je me posais pas mal de questions bah, sur la vie, sur le rôle de maman, mais aussi sur l'humain ou sur mon profil atypique. Je sentais déjà que j'avais un fonctionnement un petit peu différent. Et puis, j'avais un historique familial un peu compliqué. Et donc, très, très vite, très tôt, je me suis intéressée bah, à la psycho et à comment je pouvais mieux entrer en relation de façon générale. Donc, déjà pendant les 7 premières années, même pendant ma boutique,
Je m'intéressais à la posture que je pouvais avoir dans mon magasin. Je remarquais que quand je me comportais d'une façon ou d'une autre, j'avais d'autres types de relations. Je me suis intéressée à toutes sortes de choses en lien avec la positivité, etc. Puis ça ne suffisait pas. Donc, je voyais bien que ça ne pouvait pas forcément m'aider à modifier des comportements ou atteindre des objectifs en particulier. Et puis alors, j'ai vécu un incident vraiment très dur à la fin des 7 ans de mon magasin. J'avais choisi de fermer mon magasin volontairement pour pouvoir travailler depuis la maison et j'ai été agressée dans ma boutique vraiment dans les derniers mois de mon magasin. Donc là, clairement, ça a été un choc entre les deux périodes, on va dire, principales de mon entreprise, les 7 premières années. Et puis, il y a eu vraiment une tranche entre les deux. Cette année-là, j'ai fait un peu une forme de dépression et de remise en question au complet. J'ai suivi moi-même des accompagnements en hypnose, tu sais, pour traverser ce que je vivais cette année-là après l'agression. Et l'hypnose, déjà là, à ce moment-là, je me suis dit, je connaissais pas du tout, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait aider. J'ai vu une psy, j'ai approfondi encore mes recherches, tu sais, sur le dev perso. Donc ça, c'était le deuxième palier. Donc le premier, m'intéresser déjà au dev perso de façon générale. Le deuxième, me faire accompagner moi au travers d'une grosse épreuve. Et puis, le troisième palier de prise de conscience, c'est le fait que j'ai participé moi-même à des stages durant ces 2 années-là. Des stages pour commencer à développer ma nouvelle entreprise. Et là, j'ai découvert plein de techniques. Je me suis dit, mais en fait, ça m'a tellement aidé moi. J'ai vraiment envie de les transmettre à d'autres personnes. Donc finalement, si je comprends bien, au départ, tu avais ces questions-là sur toi, sur la vie, sur l'humain, même sur ton profil de personnalité. Et puis après, donc déjà là, sur ces questions-là, tu t'es orienté plus vers des livres, vers quoi? Vers des YouTube, vers toutes ces choses gratuites, ou déjà tu avais commencé à faire des formations? Non, mais à l'époque, en fait, je consultais très, très peu Internet. Moi, je m'occupais de ma boutique. En gros, j'ai dévalisé, tu sais, le rayon à la Fnac. Excellent. Et donc après, tu te fais accompagner et par la suite, donc tu te formes plus précisément où là, tu vas décider d'aller un petit peu plus loin. Et une fois que tu t'es formé au coaching, tu t'es formé dans différentes écoles. Et puis, comme je disais en début d'épisode, on a eu la chance de t'accueillir aussi au sein de l'Académie de puissance mentale pour la formation de coach en préparation mentale. Une fois formé en coaching, quel type de personne t'as souhaité, toi, accompagner? Quel type de personne t'avais envie d'aider? Est-ce que c'était en lien par rapport à ce que toi t'avais vécu ou alors pas du tout? Non, c'était pas du tout en lien avec ce que j'ai vécu. Moi, on va dire mon intérêt principal était au départ j'avais ouvert des formations pour transmettre mes connaissances à des entrepreneurs. J'avais déjà commencé à vendre mes services, mes produits en ligne, y compris, tu sais, des créations artistiques, etc. Donc, j'avais développé des accompagnements qui étaient plutôt tournés vers l'entrepreneur créatif. Et puis, il s'est avéré, tu vois, que la plupart des clients que j'avais, évidemment, c'était des profils qui me ressemblaient, des multipassionnés, des gens qui étaient parfois un petit peu disparates, qui n'étaient pas toujours organisés, qui avaient beaucoup de mal à gérer leurs émotions, à atteindre leurs objectifs, etc. Et c'était pas encore clair pour moi non plus que c'était un profil en particulier. Je remarquais juste des généralités et des récurrences dans leur façon de fonctionner. Et donc, c'était plutôt tourné autour des problèmes qu'ils vivaient. Aller au bout des choses, atteindre un objectif en particulier, tenir la longueur quand on lance son entreprise et que pendant 1 an, c'est pas évident, garder un bon mindset, gérer des émotions d'hypersensibles. Et c'est vraiment au bout d'un certain temps et d'un certain nombre de clients accompagnés que je me suis dit, mais en fait, ils ont tous une espèce de neuroatypie très semblable à la mienne. Et sans m'en rendre compte non plus, j'ai eu on va dire, un quart de profil qui était de type autistique. D'accord, excellent. Et les personnes comme ça qui, comme toi, sont multipassionnées, qui parfois ont tendance à aller à droite, à gauche, dans tous les sens. Toi, aujourd'hui, tu es en mesure de canaliser tout ça, tu es en mesure même de le maîtriser. C'est ce qui te permet d'ailleurs d'avoir le succès que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, justement, se reconnaissent un petit peu dans ce que tu décris? Par où commencer finalement? Ces personnes qui ont plein de projets et qui se demandent même par où commencer, par quoi débuter?
Il y a une première chose que j'ai envie de partager, c'est que quand on ne sait pas qu'on a ce genre de profil-là et qu'on pense que c'est un problème, on se considère comme un problème. Donc, c'est déjà Mhm. le problème en soi, c'est de se considérer comme un problème. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup d'humains comme ça. Il y a beaucoup d'humains qui vont avoir, tu sais, une espèce de brochette de, on va dire, de tempéraments divers. Ça va du TDAH, TDA sans H, trouble autistique ou pas, simplement l'hypersensibilité, etc. Moi, mon intention, c'est pas tellement de passer du temps sur l'étiquetage en lui-même, c'est de comprendre, OK, dans la vie, dans le quotidien, quel genre d'attitude ou de comportement j'ai qui me pose un problème pour faire ce que j'ai envie de faire. Mhm. Donc, il y a quand même toute une phase pour moi où c'est déjà de juste conscientiser, OK, chaque jour, au lieu de considérer comme étant ça un gros problème, d'observer et de prendre du temps pour savoir comment je fonctionne, d'apprendre à se connaître. Et puis d'aller vers des ressources. Il y a vraiment aujourd'hui beaucoup, beaucoup de ressources, que ce soit des livres, des chaînes YouTube. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou de gens qui parlent de ces divers troubles, mais surtout dans le sens de comment est-ce qu'on fait pour avancer avec ça, pour pas passer indéfiniment du temps à diagnostiquer. Première étape, c'est vraiment apprendre à se connaître, découvrir des ressources pragmatiques qui permettent de OK, quel genre de méthode peut m'aider à avancer? C'est la raison pour laquelle moi, je suis venue vers la formation en coaching mental parce que je manquais ni de créativité, ni d'idées, ni de potentiel. C'était comment est-ce que je peux utiliser tout ce que j'ai comme potentiel? Comment est-ce que je peux avoir une boîte à outils qui me permet vraiment d'avancer? J'aime beaucoup ce que tu partages, Isa, en disant justement, plutôt que d'étiqueter ou plutôt de s'auto-étiqueter, ce qui parfois peut, où on peut se dire, bah, je suis un problème. Et ça, je trouve ça personnellement très lourd et même très compliqué parce que finalement, on a tous nos singularités. Même si aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas forcément d'étiquette particulière, peut-être que dans 10, 20 ans, on pourra venir nous en coller une autre. Bref, je trouve ça assez effectivement il y a le mot dévastateur qui arrive, mais c'est pas forcément ce mot-là, mais en tout cas, ça peut être ouais, très lourd et oppressant. Et c'est vrai que de cette singularité, plutôt que d'en faire une problématique, de dire, tiens, aujourd'hui, là, dans ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui est réellement problématique? Et d'aller en précision où on considère, à l'inverse de considérer que tout est problème, effectivement, d'aller sur le point qui pose problème réellement dans son avancée. Yes, donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est pour moi très important à mettre en avant. Euh, Aujourd'hui, toi qui es multipassionné, qui accompagne aussi des gens qui ont plein de passions comme toi, est-ce que, parce que souvent on a tendance à opposer multipassionné et focus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Donc oui, le focus, en fait, j'aurais jamais imaginé que ça serait l'apprentissage central pour pouvoir fonctionner comme multipassionné. Parce qu'en réalité, les gens pensent que je fais plein de choses à la fois. Or, j'ai vraiment compris, spécifiquement en tant que TDAH, même si les étiquettes, voilà, mais malgré tout, bah, il y a quand même des obstacles au quotidien. Et plus je vais être focus et avoir la capacité de concentration sur ce que je fais là maintenant, plus je vais finalement mettre des protocoles qui m'aident et qui me soutiennent au quotidien, plus je peux justement naviguer dans plusieurs activités en même temps. Il y a aussi le fait que la raison pour laquelle j'ai scindé mes activités, c'est justement pour ranger ma tête et pour pouvoir être focus. Donc moi, je ne fais pas tout à la fois, n'importe comment en même temps. Chaque activité a son objectif, son fonctionnement, ses tâches. Et c'est comme si, tu sais, j'avais 4 casquettes différentes. Bah, quand je mets une casquette, j'ai ce rôle-là et j'en ai aucun autre, en fait. Hmm. Ouais, c'est vraiment intéressant ton mode de fonctionnement. Et justement, qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour être focus comme ça dans le temps et dans la matière, j'ai envie de dire? Mm. Avant tout, pour moi, bah, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'avant même d'utiliser la moindre technique, que ce soit une technique corporelle, une technique, tu sais, pragmatique, matérielle, etc., peu importe. Avant tout, il faut savoir tout ce qu'on a appris finalement quand on accompagne quelqu'un aussi. OK, tu as envie de ça. Pourquoi? Comment? De quelle façon? Détailler tout ça, c'est-à-dire pourquoi je veux ces 4 entreprises-là. Pourquoi je veux Hmm. faire de l'accompagnement? Pourquoi je veux faire une retraite? C'est quoi l'objectif? C'est quoi les détails? Donc pour moi, quand l'objectif est super clair, j'ai plus qu'à détailler c'est quoi les étapes que j'ai à mettre en œuvre. Ensuite, je me demande quels moyens j'ai besoin pour que ça puisse être fait en œuvre, mis en œuvre. Et donc, après, je regarde, tu sais, les fameux bocal des gros cailloux, les petits cailloux, Hmm. le sable et l'eau, ce qui rentre dedans ou pas. Et après, je dois prendre des décisions. Et seulement après, je mets des protocoles pratiques en place, que ça soit horaire ou bien corporel pour me soutenir.
Quand tu dis protocole horaire, c'est-à-dire que tu te donnes un timing de telle heure à telle heure, travaille sur tel sujet. Est-ce que toi, tu as un temps d'attention qui est réduit ou alors, parce que après, on a un temps d'attention qui est humainement, en gros, allez, 20-30 minutes, on a la pleine attention, un plein focus, et après, ça a tendance un petit peu à diminuer. Est-ce que toi, tu te prévois des temps comme ça ou pas spécialement, tu es plus à l'écoute? Ça a fait partie de mes observations pour comprendre comment je fonctionnais parce que dans mon cas, j'ai vraiment des grosses séances d'hyperfocus qui Mhm. peuvent me vider complètement, hein, mais j'ai vraiment voilà, des cycles de grosses séances d'hyperfocus. Et ce que je fais dans ma semaine, pour moi, le principal, c'est de savoir sous forme de couleurs. Moi, les couleurs vont beaucoup m'aider sur un espèce de grand tableau. Je sais que j'ai des gros objectifs, j'ai des choses qui doivent être faites dans la semaine. J'ai des rendez-vous et des choses obligatoires, des deadlines contre lesquels je ne peux pas aller. Par exemple, un rendez-vous avec toi, bah, je ne peux pas y aller au feeling, c'est 15 heures, c'est 15 heures. Donc, je Mhm. vais placer tout ce qui ne peut pas être déplacé. Je dois avoir très clairement quelles sont les actions ou les tâches qui me permettent d'accomplir mes objectifs sur la semaine. Je les place de manière à ce qu'elles soient décollables sur le tableau. Donc, ça veut dire que je me dis, OK, lundi matin, je fais ça, mardi, je fais ça, je fais ça. Et en fonction de l'énergie que j'ai, si finalement ça ne se passe pas du tout comme ça, si je suis hyper inspirée, je vais vraiment suivre mon intuition et je vais faire switcher les couleurs. Mhm. Et surtout, super important pour vraiment, en tout cas, un profil comme le mien, c'est que je laisse des grosses plages sans rien, soit pour tous les imprévus, parce que je vais avoir tendance à, comme tout le monde, surestimer complètement mon temps de travail et imaginer que je peux faire plus que ce que je ne suis vraiment capable de faire. Je vois pas du tout de Voilà. quoi tu veux parler. Je vois pas du Donc, tout de j'ai quoi tu veux appris parler. de mes erreurs. Bah, je sais que souvent, c'est fois 2, fois 3 par rapport à la réalité. Donc, je dois à tout prix avoir des zones qui ne sont absolument pas occupées pour récupérer ce genre d'erreurs, mais aussi parce que bah, je vais avoir des inspirations auxquelles je dois vraiment donner de la place. Sinon, en fait, je peux ne pas respecter du tout mes engagements si je ne fais pas place à l'inspiration. Hmm. Finalement, on se rend compte que justement, quand tu as cette capacité à être créative, quand tu as cette capacité à être passionné partout, ce qui va venir contrecarrer tout cela pour trouver un équilibre, c'est de mettre un plan en place, un plan d'action en place. Par contre, la subtilité que tu viens de nous évoquer, c'est pas un plan auquel tu dois absolument tenir, mais au contraire, c'est ce plan qui va venir s'adapter à toi en fonction de ton énergie, en fonction de ce qui se passe dans ta journée, etc. Donc, c'est aussi Mm. cette capacité à t'adapter aux différents événements. Oui, puis je pense qu'on a tous besoin vraiment de se voir avancer pour ne pas se dévaloriser, pour ne pas se décourager, quel que soit le projet ou la chose qu'on a à faire cette semaine. Donc moi, j'ai vraiment besoin, comme tout le monde, de me voir avancer, de savoir ce qui est accompli ou pas. Et puis, comme je peux évidemment avoir énormément de choses dans la tête, dans l'esprit, et puis en tant qu'entrepreneur, de toute façon, ou en tant que coach, on a énormément d'enjeux, d'engagements, de tâches au quotidien. Donc pour moi, c'est une façon aussi de, on va dire, de suivre mes résultats ou de suivre finalement le chemin vers lequel je me dirige. Euh, et puis, ouais, c'est ça. Mmh, excellent. C'est vrai que tout ça, ça permet aussi de remettre les choses dans le concret, sur le terrain, et ça montre aussi aux personnes qui nous écoutent, enfin en tout cas, ça leur permet d'entendre cela, c'est que on a beau être la tête dans les nuages, dans la créativité, à aller vers ses rêves. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir cet équilibre d'ancrage. OK, comment on fait concrètement dans son quotidien? Parce que, Isa, entre toi et moi, si on se retourne justement sur depuis le moment où on se connaît, c'est-à-dire 2018, il y a eu un chemin de dingue qui a été parcouru. C'est pour toi justement depuis 2018. Alors moi, je connais un peu ton arrière-scène, voilà ce que tu as vécu. Mais si tu avais le plus gros challenge auquel tu as été confronté et que tu t'es dit waouh, là, c'est vrai qu'au départ, je pensais pas autant bien réussir, mais là, maintenant avec du recul, je me suis dit là, j'ai vraiment, je peux être fier de moi parce que justement d'apparence, j'avais tout pour pas réussir et en fait, bah, boum, j'ai réussi quoi. Donc, c'était quoi ton plus gros ou tes plus gros challenges que tu as dû relever parce que je pense que ça peut aussi en inspirer pas mal. Hmm. Mais je crois que si je faisais un peu une généralité de ce que je me disais avant d'en être là aujourd'hui, j'avais l'impression d'avoir toujours des cimetières de projets jamais accomplis.
des cimetières de projets, tu vois, qui étaient toujours comme... Alors moi, j'allais utiliser les mots sabotage, etc., que je m'auto-sabotais beaucoup. Je me demandais si c'était mon profil psy de mon enfant. Hein. Tu sais, je me suis donné toutes les excuses possibles et imaginables. Je désespérais vraiment de me sentir fière de moi et de savoir que je servais à quelque chose aussi et que je pouvais réellement aller au bout des choses, mais aussi regarder derrière moi et me dire, bah, en fait, si je mourais aujourd'hui, j'ai kiffé. Pas seulement j'ai kiffé, genre je me suis amusée, mais j'ai kiffé. On a tous un besoin d'accomplissement particulier. On a tous le besoin de sentir qu'on sert à quelque chose. Et donc, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment finalement accompagné des gens, aidé à des changements. Et moi-même, je me suis littéralement changée. Donc, la conclusion finalement que j'observe aussi, c'est j'ai complètement impacté ma vie familiale et mon rôle de maman. J'ai montré finalement d'une histoire, tu sais, qui était peut-être très compliquée, avec un profil où on se dit, mais je vais tout rater au final. Ben, en réalité, non, il n'est jamais trop tard pour changer complètement son histoire. Et donc, ça m'a montré qu'on peut vraiment croire croire au changement, d'une part, à l'évolution, à l'accomplissement, que tout seul, c'est pas possible. On en a trop de hier. Donc, ouais, moi, c'est un peu ça que je regarde par rapport à avant. Il y a 7 ans, tu m'aurais dit que j'aurais été capable d'être solide. En fait, c'était ça. C'est vraiment la capacité à tenir les choses, tenir ma responsabilité, tenir mes engagements, tenir un projet. Ouais, tout ça. Donc, finalement, ton plus gros challenge, ça a été de surmonter les histoires que tu te racontais en réalité, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Parce que c'est vrai que tu aurais eu mille et une excuses de ne pas en être où tu en es aujourd'hui, avec le passé que tu as. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais une histoire familiale assez compliquée, l'agression, bref, plein de choses qui ont fait que c'était compliqué pour toi. Et à un moment donné, tu as dit, OK, j'avance, peu importe ces histoires-là, et on va arrêter de se regarder tout le temps le nombril à savoir ce qui ne va pas, mais on va plutôt aller vers l'avant pour justement se montrer aussi, se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller de l'avant. Et pour ça, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, tu te rappelles le moment où justement on avait été comme ça, c'était en 2019, pour la petite histoire. Allez, on rentre dans les confidences. Vous êtes prêts? Allez, ouverture des confidences. Bah oui, on aura attendu quelques minutes quand même. Ça, c'est juste réservé pour les gens. On y est. Voilà, c'est juste réservé pour les gens qui nous écoutent jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'en fait, en 2019, avec Isa, on avait remporté un concours. Alors non, c'était pas le concours de The Voice ou la Nouvelle Star. C'était un concours où justement Martin Latulippe avait proposé à des personnes d'être à l'arrière-scène de ces gros événements. En l'occurrence, c'était un événement qu'il appelait la meilleure année de votre vie. Et il s'est retrouvé que Isa et moi, on s'est retrouvés justement à gagner cette place. Donc, tout le week-end, en fait, on était dans l'arrière-scène avec les conférenciers et avec toute l'organisation. Tu te rappelles à quel point on se sentait petit? À quel point on se disait, mais tu crois qu'un jour on y arrivera et tout? On regardait les gens qui passaient sur scène un petit peu comme des gens pas inaccessibles, mais on était un peu comme des gosses à Disney, quoi. Tu te souviens de ce moment-là, là? Qu'est-ce que tu te disais, toi, précisément, à ce moment-là, quand ce que je réalise, c'est à quel point je mettais d'une part un peu mon pouvoir un peu dans les mains des autres aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre valoriser une personne, un mentor, voir tout le travail qu'il a accompli, etc., et ne pas voir en fait sa propre capacité à inspirer, sa propre capacité à transmettre, etc. Et donc moi, j'étais toujours focus finalement sur tout ce que les autres avaient accompli et je ne me voyais même pas avancer en fait. C'est vrai qu'on avait tendance à... Enfin, moi, en tout cas, c'était le cas, et pourtant, c'était pas vieux, hein, c'était en 2019, donc il y a quelques années. Moi, j'avais tendance à me dévaloriser par rapport à toutes ces personnes qu'on voyait sur scène. Et puis, je me souviens, on s'était fait la remarque en disant, en fait, c'est possible, quoi. En fait, c'est aussi accessible et c'est vrai que quand tu rencontres des gens qui te font sentir que toi aussi, tu as les capacités, c'est aussi valorisant et ça permet aussi de croire en soi. En quelle année t'es passé sur la scène de l'Académie Zéro Limite, toi? C'était 2022, 2022, l'année dernière? Oui, c'était l'année passée, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit avant de passer sur la scène devant près de 1800 personnes?
Ça, c'est une grosse question. Ce que je me suis dit avant, surtout, c'est qu'est-ce que moi, j'aurais voulu entendre ou voir lorsque j'étais dans ce siège-là. Euh, Justement, parce que on idéalise beaucoup. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de Hmm, talent, hein, beaucoup de talent dans toutes les personnes qu'on a suivies, qu'on a écoutées, qui étaient bien très, sûr. très inspirantes. Mais surtout, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui n'est pas Hmm, transmis? Ou qu'est-ce qui n'est pas transmis? Euh, de la part d'une personne finalement avec un tempérament différent ou comment est-ce qu'on peut finalement rendre plus accessible, comme tu dis, le fait de croire non seulement en soi, mais de transmettre cette capacité à croire en soi à d'autres. hmm. Euh, je voulais kiffer le moment, je voulais partager effectivement que c'est plus faisable qu'on l'imagine. Mais que ça demande, en fait, la grosse compréhension juste avant de monter sur scène, c'est ça demande énormément d'humilité en réalité d'être sur cette scène-là. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Ça demande plus d'humilité que je ne l'aurais cru. Hmm. C'est rigolo parce que je crois qu'on n'en a pas forcément parlé de ces points-là ensemble parce Mm. que moi j'ai eu la chance aussi de passer sur la scène de la Z en 2023, hein, cette année. Et c'est exactement ça. Je me suis posé la question en me disant, tiens, si j'étais à la place des gens là qui vont m'écouter, de quoi j'aurais besoin? De quoi qu'est-ce que j'aurais envie d'entendre? Qu'est-ce que j'aurais envie de voir? Et en se posant ces questions-là, pour tous les gens qui aujourd'hui veulent faire des conférences, veulent créer des formations, veulent accompagner ou autre chose, c'est vraiment créer une sorte d'union entre toi et l'environnement, toi et le public. Et ça permet justement, en mettant cette humilité, comme tu le dis justement, ça permet aussi d'être plus soi, d'être plus authentique et finalement de kiffer le moment comme tu viens de le dire. Donc là, on a parcouru ça et là les différents points de ta vie. Dernièrement, Isa, je regarde ses stories Instagram. Je vois qu'elle achète un bus. Non, mais attendez, Isa, c'est un petit bout de femme, hein. C'est pas une basketteuse, c'est un petit bout de femme. Et quand je l'ai vue au volant de son bus, je me suis dit, en fait, c'est un petit bout de femme, mais qui a un leadership incroyable, qui est là, qui conduit le bus comme elle conduit sa vie finalement. Peu importe la grandeur des projets, elle y va, elle fonce. Et dernièrement, je la vois qui dit, bah oui, j'ai acheté une partie d'un château. Je dis non mais attends, c'est une blague. Je me suis dit, j'ai regardé la date, on n'était pas le 1er avril. Donc, Isa, est-ce que tu peux nous dire comme ça, justement, parce que le fait de t'autoriser à acheter un bus, le fait de t'autoriser à acheter un château, peut-être que ça va autoriser aussi d'autres personnes à aller en direction de leurs rêves. Comment t'en arrives là? Comment t'en arrives, Mm. Isa, à acheter un bus? Parce que ça a commencé par là, un Mm. bus. Ça Mm. répond à quel besoin? Ça répond à quoi finalement? En fait, avant le bus, il faut savoir que j'ai d'abord eu une caravane qui est devenu mon atelier. Donc vraiment, moi, j'ai toujours été attirée par le côté van life, etc., c'est sûr. Hmm. Mais moi, je suis maman. Donc de toute façon, il me faut toujours une maison normale, un pied à terre. Donc je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux faire rentrer en quelque sorte un peu la passion que j'ai pour la vie nomade sans pour autant bouger tout le temps. Et donc, mon atelier, ça a d'abord été une caravane dans laquelle je faisais mes bijoux, dans laquelle je faisais mes coachings, etc. J'ai même fait des séances d'hypnose dedans. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, je manquais un petit peu de place hein, parce que j'ai quand même besoin de plusieurs machines diverses et plusieurs zones de travail. Une zone pour filmer, une zone pour coacher, une zone pour travailler la bijouterie, etc. Et je suis tombée sur un couple justement qui a eu le culot d'acheter un bus et puis de le retaper au complet. Et là, moi, je me suis dit, ce qui est vraiment chouette avec un bus, je vais du coup donner la précision, c'est que la partie de château, je ne l'ai pas achetée, je la loue. Parce Mhm. que justement, moi, dans la vision, on va dire, du mode de vie que j'ai envie d'avoir, j'adore l'idée d'avoir une maison sur roue, pas trop petite, mais j'ai pas spécialement envie de posséder une maison en Belgique. Je préfère acheter à l'étranger. Mais par Mhm. contre, il faut que j'ai une maison en Belgique. Euh, et donc, avant d'envisager le château, donc j'ai acheté ce bus parce que vraiment, ça me donne vraiment cette sensation d'aller faire le tour du monde, même si je fais pas des très grands tours. Je Mhm. peux vraiment accueillir des entrepreneurs dedans pour des stages à 4 ou 5. Ça donne une touche de magie, tu vois, vraiment une touche de magie au quotidien. Puis j'adore retaper, j'adore le DIY. Donc, voilà, moi, aménager, relooker, c'est quelque chose que j'adore.
Et aussi, c'est un espace un peu hors norme finalement, tout comme mon entreprise, pour accueillir et surtout finalement ouvrir la créativité des gens qui sont là. Ils ont l'impression d'être en voyage, même si on part à 2 heures d'ici. Ils ont vraiment ce sentiment, tu sais, de pouvoir ouvrir les possibilités. Or, pour moi, quand on entreprend pour pouvoir être plus créatif, mais parfois, le fait d'être dans un autre contexte, déjà quand il y a un déclencheur qui nous montre que quelque chose peut être possible différemment, qu'on n'est pas tous obligés d'avoir juste une maison normale, mais qu'en fait, on peut faire rentrer la créativité dans son quotidien. Mais j'ai, pendant toutes les dernières années, donné des retraites, des stages, des formations de 1 à plusieurs jours, voire une semaine à des entrepreneurs. Donc, vraiment en immersion. Et pour ça, je louais, tu sais, des espaces avec vraiment une ambiance, un univers, une âme en particulier pour justement créer ce changement. Et ça fait des années, tu sais, que je rêve d'avoir vraiment un espace un peu, un mélange entre Harry Potter et un lieu vraiment qui crée justement cette ambiance dans laquelle on va se sentir inspiré. Et jusqu'à présent, je louais toujours des espaces, du coup, pour les gros groupes, des espaces extérieurs. Mais j'avais envie aussi de pouvoir recevoir une soirée pour une conférence sur un thème, d'avoir de nouveau un espace boutique pour vendre mes créations, etc. Et il fallait que je déménage ici en Belgique. Ça fait 7 ans qu'on est dans notre petite maison à la campagne. Il fallait qu'on déménage pour se rapprocher de l'école de ma fille, puisqu'elle rentre en école d'art. Et j'ai cherché des maisons. Et j'avais le choix entre une petite maison normale, qui coûtait assez cher, avec de très longues listes d'attente, ou bien, complètement par hasard, je tombe sur cette annonce d'un bout de château à louer, pour lequel, clairement, il fallait un projet. Il fallait venir avec des envies d'utiliser les espaces qui sont sur place. Et là, je me suis vue en train de pratiquer cette espèce de mini Poudlard où je pouvais accueillir pour des stages, pour des retraites, pour une boutique, pour des thèmes en particulier. Des fois, j'aime bien accueillir dans le bus et puis des fois, j'ai vraiment envie d'avoir plus de place pour accueillir 15-20 personnes autour d'un thème. Et puis, voilà, en une après-midi, c'était bouclé. Mon projet a plu au propriétaire et donc on emménage pour la rentrée scolaire de façon à ce que je puisse organiser des événements à thème en plus ou gros comité. Donc, finalement, permettre à d'autres entrepreneurs de passer par là pour venir déclencher quelque chose et ou apprendre plus longuement à mettre en œuvre leur projet atypique ou pas. Puis en plus, tu es juste à proximité de Liège, tu me disais. Donc, c'est à 10 minutes de Liège, en Belgique. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est chouette, c'est accessible et excellent. Hyper accessible, super joli. Je vais pouvoir m'éclater pour faire une chouette ambiance avec des espaces de travail différents. Et je me réjouis vraiment beaucoup. Excellent. Et la Bretagne, ça, c'est une maison que, par contre, on a acheté à l'étranger au moment où nos entreprises se sont développées, parce qu'on adore la Bretagne, mais simplement, on y passe une partie de l'année pour aller se ressourcer surtout. C'est rigolo que tu dises d'aller à l'étranger en Bretagne, parce que nous, les gens ne savent pas forcément, mais avec Betty, on va emménager aussi en Bretagne dans quelques jours maintenant. Et je disais à Betty, j'ai l'impression d'être comme à l'étranger ici. C'est-à-dire que les gens sont un peu différents par rapport à l'autre France que je connais. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de s'y installer. Donc, c'est assez rigolo ce que je viens de dire, d'aller à l'étranger en Bretagne. Oui, pour la Belgique, forcément, la Bretagne, c'est l'étranger. Mais ouais. C'est une bulle d'oxygène, une bulle de calme, vraiment de ressourcement, puis un peu d'isolement aussi, parce que comme on voit beaucoup de monde, toi et moi, on accompagne beaucoup de monde, il y a vraiment des moments où il faut reculer et prendre nos décisions plus au calme. Ouais. C'est ça, un accès proche à la nature. Et en plus, il faut le dire, les Bretons, c'est des gens cool aussi. Ils sont vraiment très chouettes. Les crêpes, le poisson. Voilà, c'est ça, exactement. Déjà, un grand merci, Isa, parce que là, par ton témoignage, par tout ce que tu nous as fait découvrir de toi, tu autorises en quelque sorte un certain nombre de personnes à avancer, peu importe les étiquettes qu'on peut nous coller, peu importe des fois même les étiquettes qu'on peut se coller à soi-même. C'est vrai qu'on a parlé de multipassionné, tu es une personne qui a 4 métiers, et justement, comment tu fais pour retrouver cet équilibre, ce focus ? Pour moi, tu es vraiment un bel exemple de puissance mentale. La puissance mentale, c'est quoi ? C'est justement quand on va se connecter à ce qui est important pour nous, donc à cette puissance intérieure, et que notre mental, ce gouvernail, vient se connecter donc à cette puissance intérieure. Donc, la puissance du mental se connecte à la puissance intérieure et nous permet d'avancer et de s'adapter quelles que soient les situations. Donc, vraiment, merci pour ce bel exemple que tu nous as donné aujourd'hui. Et comme ça, pour
terminer en quelque sorte cet échange qu'on a ensemble, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'accompagnement, le coaching, l'entrepreneuriat, et qui aujourd'hui doute de ne pas être la bonne personne, se dit peut-être que ce n'est pas le bon moment pour lui ou pour elle, que ça va être compliqué. Bref, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil comme ça à toutes ces personnes qui hésitent, qui doutent? La première chose, j'ai envie de dire, de se connecter vraiment au plaisir que ça peut t'apporter, t'accompagner. Donc, vraiment de savoir pourquoi toi, tu as envie de le faire. Au-delà du fait que tu as peut-être envie de faire une transition professionnelle, etc. Moi, je sais ce qui m'anime. Je sais les éléments qui font qu'à un moment donné, j'ai les frissons ou que je m'allume quand quelqu'un a progressé et que j'ai pu transmettre quelque chose ou simplement être canal de certains questionnements, etc. ou aboutissements. Donc, pour moi, il y a déjà savoir pourquoi tu aimes ça. La deuxième chose, c'est que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et il y a tout un escalier. C'est-à-dire qu'on n'est jamais 100% compétent, jamais aucun humain n'est parfait. Il y a une première marche qui est celle de, OK, je me connecte à cette passion, mais j'apprends une méthode. À un moment donné, l'humain, c'est pas un jouet. L'humain a des challenges, des difficultés, et il faut vraiment connaître, pour moi, le cadre de limite dans lequel on peut intervenir ou pas. Et donc, c'est clair que quand on se sent pas complètement confiant, pour moi, le fait de faire un vrai apprentissage, surtout dans le monde aujourd'hui où les gens, les clients, ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, de pouvoir faire confiance et de savoir au moins sur cette première-là, sur cette 1, 2, 3, sur cette première marche, pardon, voici quelles compétences j'ai, qui je peux accompagner. Et tu peux accompagner déjà là maintenant un groupe de personnes que tu vas inévitablement aider. Il y a un groupe d'humains qui est en attente de quelqu'un comme toi pour être inspiré, guidé. Par contre, il faut savoir ses limites, comme je disais. Moi, quand je fais face à quelqu'un que je ne peux pas accompagner, que ce soit en termes psychologiques ou bien simplement parce que je ne me sens pas prête pour ce niveau-là, il n'y a aucun problème, en fait, à le référer à des collègues, etc. Donc, comme je disais, c'est une course long terme. Moi, chaque année, j'améliore mes compétences. Aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, je réalise que oui, j'ai fait des erreurs, mais c'est ça le travail, en fait. C'est entrer en relation constante avec nos clients, se développer soi, améliorer nos méthodes, prendre du recul pour observer comment on peut encore améliorer telle ou telle façon de fonctionner, telle ou telle proposition. Et kiffer, en fait. Kiffer, savoir qu'avant tout, au-delà même d'être un coach, c'est une relation humaine entre une personne et une autre. Donc, l'authenticité, la confiance, les outils, c'est quand même super important. Et savoir dans quel cadre, toi, tu as envie d'intervenir. Pourquoi faire? Excellent. J'aime bien ta phrase. L'humain, c'est pas un jouet. Ce qui est important, c'est de connaître ses limites. Et j'aime bien parce que le ses limites, on peut mettre SES, les siennes, les propres, mais aussi ses limites de l'humain. Et donc, c'est tellement important. Merci en tout cas beaucoup, Isa, pour ce partage. Pour les gens qui souhaiteraient connaître un petit peu plus de ton actualité, savoir ce que tu proposes, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre ou te suivre? Le plus simple, c'est de regarder mon profil Facebook Isabelle Guiling, parce que là, tu trouveras tous les liens vers mes différentes activités, mes comptes Instagram, mes différentes chaînes YouTube à thème. Et c'est là voilà, que c'est un peu le carrefour vers mes différentes propositions. Yes, excellent. Comme quoi, même s'il y a plusieurs métiers, on reste focus sur... Venez sur Facebook, vous aurez la liste. Voilà. Trop bien, ça résume bien en tout cas, ça résume bien tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. En tout cas, un immense merci à toi, Isa, vraiment de toute la valeur que tu as pu nous apporter sur ce bel épisode. Vous qui avez écouté aujourd'hui, avec quoi vous repartez concrètement? Qu'est-ce que vous allez pouvoir intégrer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière, en mouvement, en action dès maintenant ou peut-être dès demain? Bref, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode si vous sentez que ça peut aider des personnes de votre entourage. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos projets, et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde. Salut Isa. Salut tout le monde. Salut Geoffrey. Merci beaucoup à toi.